j'ai grandi dans ça. Très jeune, j'ai joué contre des équipes comme Troyes, comme le Paris Saint-Germain, où j'ai joué notamment contre Anthony Martial, par exemple, en jeune. Pour ma dernière année de mobilité internationale, j'ai été à Manchester. Là-bas, j'ai connu Pascal Chimonda, ancien joueur de Tottenham Hotspur et qui a joué en équipe de France, qui a été mon coach. Et c'est là que j'ai appris le football. C'est là que j'ai vraiment appris le football. Toutes les 10 secondes, il m'appelait Axel, Axel. Et je disais, mais quoi? Et il me replaçait tout le temps. Et j'étais fou. À un moment donné, à la mi-temps, je dis, mais je peux jouer au foot? Il me dit, non, tu sais pas jouer au foot. Mais à partir d'aujourd'hui, vu que je suis là, je vais t'apprendre à jouer au foot. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast, bien accompagné encore une fois. Aujourd'hui, on va parler du foot principalement et peut-être un peu de l'entrepreneuriat et le mindset forcément qui va avec. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, comme d'habitude. Hein. Obligé. Ah, voilà. Et on est parti pour entamer cet épisode. D'abord, bonjour aux abonnés, bonjour à notre invité, Axel. Bonsoir les gars. Est-ce que tu sais te présenter en quelques phrases? Ouais, bien sûr, hein, je peux me présenter, il n'y a pas de souci. Du coup, donc, je m'appelle Axel, Eagle pour les gens des réseaux qui peuvent me suivre. Miankukila, du coup, j'ai 30 ans, donc footballeur semi-professionnel et chef de projet dans une grande entreprise en aéronautique depuis maintenant, je pense, 5 ans, tu fais ça, 5-6 ans. Donc voilà, originaire de français, pour échanger un peu les gars. Et du coup, qui travaille en Belgique depuis 3 ans. Voilà. Donc, tu as commencé le foot il y a longtemps. Oui, alors le foot, j'ai commencé depuis l'âge de 5 ans et demi en région parisienne. C'est plutôt mon père qui m'a donné cette culture-là, très grand fan du PSG que je ne supporte absolument pas d'ailleurs. Mais voilà, très grand fan du PSG. Voilà, j'avais la tenue du PSG, on regardait les matchs ensemble sur Canal+ quand j'étais plus jeune. Donc au fur et à mesure, il m'a mis dedans, il jouait aussi. Puis les années ont suivi jusqu'à maintenant. Voilà. Et d'où te vient ce surnom Eagle? Ah, là tu touches une corde sensible. On me le demande souvent, je réponds pas toujours, mais je vais y répondre. Eagle, tout simplement parce que je trouve que c'est un animal, bon, de un, majestueux, qui est au-dessus de toute chose, mais je me considère et je suis aussi considéré par mes pairs comme un homme qui a de la vision, qui sait où il va et qui sait prendre de la hauteur sur beaucoup de choses. Donc en fait, ce petit sobriquet est arrivé comme ça, donc Eagle, et en fait, c'est resté. Les gens continuent à m'appeler comme ça. Il y en a d'autres qui pensent même que c'est mon vrai prénom. Donc, savoir, non, ce n'est pas mon vrai prénom. Et voilà, donc voilà, un oiseau qui est capable de prendre de la hauteur, qu'on ne peut pas toujours facilement atteindre, et qui sait là où il va avec une vue acérée pour voir les opportunités, voir les bonnes choses et tenter de les saisir. C'est pour ça le pull. Ah, franchement, c'était pas. Non, franchement, même pas. Même pas, mais bah, ça tombe à pic, écoute. Mais Ouais, même pas. vraiment, je pensais que c'était fait exprès du coup. Non, j'ai pas été jusqu'à ce point-là dans le détail. Mais non. Trop fort. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu où tu joues maintenant, à quel niveau, tu as touché un peu jusqu'où et tes objectifs? Oui, bien sûr. Bah écoutez, comme je l'ai dit, donc moi j'ai grandi en Île-de-France. C'est là où j'ai commencé à jouer au ballon. L'Île-de-France, c'est réputé pour avoir un gros vivier de très très bons joueurs. J'ai pas eu la chance de faire Clairefontaine comme beaucoup de gens font quand ils sont jeunes. J'ai un parcours d'ailleurs assez atypique où vous allez pouvoir le voir. Donc du coup, j'ai été formé du côté de Melun, qui à l'époque, pour l'équipe première, jouait au niveau de la P1 pour vous, et de la D3. Donc principalement, j'ai grandi dans ça. Très jeune, j'ai joué contre des équipes comme Troyes, comme le Paris Saint-Germain, où j'ai joué notamment contre Anthony Martial, par exemple, en jeune. Donc j'ai continué à évoluer comme ça. J'ai pas forcément été le meilleur joueur, très honnêtement. Un joueur très combatif avec beaucoup d'envie, avec une particularité, c'est que je ne savais pas jongler. Et oui, pendant longtemps, je ne savais pas jongler. Et en fait, pour beaucoup de gens qui se posent la question si je suis droitier ou gaucher, en fait, je suis des deux pieds. Pourquoi? Parce que là où il fallait jongler de son pied fort, bah, j'y arrivais pas. Et en fait, j'avais plus de facilité avec le pied faible. C'est ce qui a créé une certaine sensibilité qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez ambidextre. Donc du coup, voilà, formé à Melun, à l'âge de 18 ans, j'ai ma première année en senior. J'ai un club d'une autre région dans le centre de la France qui me contacte, ou du moins qui contacte ma famille.
J'ai un ami, Stéphane, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, en tout cas, merci à toi et merci à ton papa d'ailleurs, qui m'a donné cette première opportunité de pouvoir jouer dans la région centre, du côté de Vendôme, où j'ai joué là-bas en P2. En fait, j'ai commencé au niveau P2, ce qu'on appelle PH, DHR là-haut. Donc ça s'est pas bien passé pour moi. L'année d'après, un club avec de nouvelles ambitions vient me chercher, où il recrute énormément de joueurs qui venaient de national, etc., avec une grosse expérience. Là, j'acquiert davantage d'expérience. Je fais un an là-bas. Malheureusement, ce qui m'a beaucoup posé problème, moi, dans mes études, enfin, dans le foot, c'est les études. Donc, j'étais en alternance, c'était un peu compliqué de toujours être là. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, forcément. Donc, du coup, je suis retourné dans mon club où j'étais avant, à Vendôme, l'année qui suit. Et par la suite, pour ma dernière année de mobilité internationale, j'ai été à Manchester. Donc, j'ai voyagé là-bas. Là-bas, j'ai connu Pascal Chibonda, ancien joueur de Tottenham Hotspur et qui a joué en équipe de France, qui a été mon coach. Et c'est là que j'ai appris le football. C'est là que j'ai vraiment appris le football. Je me souviens quand je suis arrivé, j'ai eu un premier match amical avec son équipe. Et toutes les 10 secondes, il m'appelait Axel, Axel. Et je disais, mais quoi? Et il me replaçait tout le temps. Et j'étais fou. Il dit, mais à un moment donné, à la mi-temps, je dis, mais je peux jouer au foot. Il me dit, non, tu sais pas jouer au foot. Mais à partir d'aujourd'hui, vu que je suis là, je vais t'apprendre à jouer au foot. Et c'est vrai que c'est là que j'ai appris à jouer au foot. J'étais capitaine de cette équipe. J'ai appris énormément de choses. Tant la vie avec les joueurs, tant être capable de gérer un groupe, d'être responsable d'un groupe, des détails, que ce soit dans la passe, dans le déplacement, etc. Donc suite à ça, c'est là que les choses ont vachement avancé pour moi. Je suis revenu en France parce que pas d'opportunité, on y reviendra peut-être plus tard. Donc j'arrive en P1 d'Île-de-France, donc là on est sur un gros niveau, on appelle ça la DH chez nous, du côté de Vincennes, où ça se passe bien. Je fais un match de prépa avec eux, ils veulent me signer direct, donc je signe. Suite à ça, je retourne en Angleterre. Pourquoi? Parce que j'ai un appel d'un ami à moi qui me dit qu'il y a un club finlandais qui se positionne sur moi, parce que lui il est en départ pour un autre club qui allait jouer l'Europa League. Donc je me dis c'est la première opportunité de signer pro, et Covid. Ok. Et Covid, Punaise. et gros Covid. Donc du coup, je reste bloqué en Angleterre pendant plusieurs mois. Mais j'habitais chez le cousin de cet ami-là. Et en fait, lui, il jouait à Everton. Donc du coup, j'étais baigné en fait avec un joueur pro. On s'entraînait dans sa maison tout le temps et tout. Donc c'était particulier. J'ai beaucoup appris de la vie aussi. Donc voilà, suite à ça, je suis revenu en France quand le Covid s'est un peu calmé, que je pouvais rentrer. J'ai coaché à droite à gauche pour des petits et lors d'un stage en fait où je coachais des petits, il y a eu un des coachs de ce stage-là qui a apprécié comment j'étais et qui voulait en fait que je reprenne la structure de son académie. Et suite à ça, bah, en fait, tout simplement, il m'a dit, écoute, si je t'offre l'opportunité de pouvoir jouer dans le coin, est-ce que tu voudrais venir gérer? Je dis, ouais, il n'y a pas de souci. Donc, je suis arrivé et il m'a proposé de jouer à Épernay en National 3. Donc au début, c'était compliqué parce qu'il voulait pas trop me faire jouer. Et donc du coup, l'essai s'est déroulé où j'ai dû jouer que 10 minutes sur une opposition où je suis rentré. Il m'a mis avec l'équipe B au début. J'ai joué 2-3 minutes. Il a dit non, passe en équipe A. Et j'ai fait le masterclass. En fait, je pense que c'est mon meilleur essai, je pense, jusque-là. Parce que le coach, à la fin, m'a demandé où j'avais joué. Et je lui avais dit que j'avais jamais joué plus au DH. Donc pour lui, c'était pas possible. Donc suite à ça, il a voulu me signer tout de suite. Le président m'a donné un contrat pour jouer avec eux, plus un travail à côté pour moi et ma copine de l'époque. Enfin, j'étais bien loti. Et suite à ça, j'ai fait un an là-bas. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'arriver en Belgique via le travail. Justement, je finissais mes études, donc il était temps. Donc, on m'a proposé un contrat de consultance pour travailler à Alstom, à Bruges. Donc, j'ai dit oui. Et c'est là que j'ai découvert Thorout D2. Donc, je les ai contactés. Au début, c'était pas très friand. Je me suis entraîné. Moitié d'entraînement, ils m'ont dit OK, on te signe. Ils m'ont signé. Donc, j'ai connu un peu la D2. C'est en Flandre. Je fais pas trop de dessins sur comment ça s'est passé, mais voilà. Ça a été très spécial. Ça a été une belle expérience, mais très spéciale. Et ensuite, je suis revenu du côté de la Wallonie pour un autre nouveau contrat. Là, j'ai atterri du côté d'Anzy en P2, football tranquille. Je n'avais pas trop envie de me prendre la tête non plus. Et puis, j'étais plutôt bien rémunéré, donc ça m'allait. Et du coup, je fais un an là-bas. Et suite à une bonne performance sur un match de prépa contre Pérué, pour ceux qui connaissent en P1, bah, le coach de Pérué m'appelle en me disant voilà, je te vois plus dans les journaux, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, je lui explique un peu la situation. Lui me dit que bah, quand on a joué contre eux, il me suivait sur toute la saison et qu'il voulait à tout prix m'avoir en tant que numéro 6. Donc, à ce moment-là, j'ai dit oui. Et cette année, j'ai évolué avec Péruvé, du coup, en P1. Quel parcours quand même. Ouais. Ah ouais.
Et tu faisais comment pour faire tes études et en même temps aller dans toutes ces villes, aller au UK? Ouais, Ça devait être chaud. ça a été compliqué maintenant que tu le dis. Ça a été vraiment difficile. Difficile sur l'aspect mental et sur l'aspect footballistique. Pourquoi? Parce que tu fais pas de centre de formation, donc tu n'arrives pas avec un CV déjà, où tu peux venir dire, bah voilà, j'ai mon CV, je peux où je veux. À côté de ça, tu viens d'une famille qui a pas eu spécialement de moyens, donc tu as un devoir de devoir répondre présent. Tu as des petits frères aussi qui te regardent un exemple, donc tu te dois de réussir tes études pour montrer la voie, tout simplement. Et en fait, la jonglerie, ça a été plutôt de me noyer dans le travail. C'est-à-dire que je dis souvent qu'il faut, pour réussir quelque chose, il faut être capable de le planifier à court, moyen ou long terme. Donc mon but, c'était de planifier au maximum mes activités, que ce soit le travail à l'école, que ce soit le travail en entreprise ou le foot. J'ai acheté mon propre matériel avec ma petite bourse que j'avais. Je m'entraînais après les cours. Voilà, je gardais le rythme et j'ai eu des coachs aussi qui m'ont fait confiance et je leur rendais sur le terrain. Donc j'ai pu trouver cet équilibre-là, quoi. Incroyable. Et quand tu as été au UK, c'est là que tu as vraiment bien appris à jouer et tout. Tu savais déjà parler anglais? Ouais, après, moi, j'ai toujours eu d'assez bonnes facilités en langue. Aujourd'hui, je suis bilingue, forcément, de par ma fonction et de par le fait que j'ai vécu là-bas. Mais c'est vrai que là-bas, c'est un autre football. C'est un autre football. Pour te donner une petite anecdote, sur mes premiers essais. Donc, c'était avec une D6 qui s'appelait Ashton Curzon à l'époque. J'arrive là-bas, donc je me présente, j'arrive à gérer pour essayer d'avoir un essai. Donc il me dit non, mais tu vas t'entraîner avec la réserve, le coach de la A, il est pas là et tout. Je dis ok. Moi j'arrive sur de bons sujets, je me dis allez, c'est des petits, je vais leur montrer l'intensité. L'intensité. L'intensité, elle était folle. Les mecs, ils pressent tout le temps, ils courent tout le temps, ils savent pourquoi ils sont venus au foot. C'est pas je prends du plaisir, non, c'est j'ai un objectif, tout à fond. Le pressing à fond, t'as pas le ballon, tu cours. Et moi, j'étais en mode, non, on stationne, on cadre. Bien, tu cadres pas le porteur, tu cours. Et j'étais tout le temps hors rythme un peu, tu vois, au début. Ouais, Et ouais. je me dis, putain, pour un mec comme moi qui a une très grosse VMA, par exemple, sur cette saison, en moyenne, par match, je cours 10 km, tu vois. Donc je me dis, non, j'étais plus jeune, j'étais bien, j'étais frais. Et non, pas du tout, pas du tout. Donc du coup, je finis l'entraînement à 22h, je rentre chez moi à minuit, je me réveille le lendemain à 13h. Tellement j'ai été capable. Incroyable. 13h. Finesse. Donc non, assez dingue cette expérience en Angleterre en tout cas. Ouais, en Angleterre, ça rigole pas, hein. Non, Mais dans tous les sports, je pense, en Europe, c'est un des pays où ils sont le plus stricts avec le sport. ils ont moins de qualité, tu vois. Mhm. Intrinsèquement, un footballeur. Moi, je trouve que la Belgique se rapproche un peu de ce football-là. C'est-à-dire moins de qualité technique ou dans la formation. Parce Mhm. qu'en France, il y a beaucoup de choses que l'État prend en charge, qui nous permet d'avoir des bons terrains, des machins. Ici, les clubs, tout est de la poche du président. Donc, c'est beaucoup plus compliqué d'entretenir les terrains ou d'avoir une bonne formation. Et ils compensent ça par beaucoup d'envie. Ça veut dire que tu vas avoir des mecs qui vont à la salle, tu as des mecs qui font du rap, comme je l'ai dit, enfin, je l'ai peut-être pas dit, mais on en discutait avant. Quand j'étais dans un flat share, ils appellent ça, donc une maison partage avec tout le monde. Tu voyais les gars, ils se levaient le matin, ils mangeaient, il y en a, ils faisaient des footings, il y en a, ils allaient à la salle, il y en a, ils allaient à la piscine. Tu vois, les mecs, ils sont cadrés, pourtant, ils sont pas pros, mais ils ont tellement en tête le fait que il faut que je signe, que c'est dans leur vie en fait. Et quand toi, tu arrives dans ce milieu-là, tu es obligé de suivre. Mhm. Ici, c'est un peu différent, c'est un peu, on espère avoir une opportunité, on ne donne pas toujours les moyens, donc comme tu l'as dit, ça rigole pas. C'est vraiment une autre mentalité en tout cas. Mais comme tu as dit, du coup, en Angleterre, enfin en France, ouais, tu l'as dit, il y a des aides publiques de l'État qui aident pour les infrastructures dans tout type de sport. Ouais. Malheureusement, en Belgique, bon, c'est pas le cas. Donc, c'est par rapport quand tu paies le revenu annuel pour une cotisation. Et en Angleterre, c'est la même chose. C'est comment? En France, il y a de l'aide de l'État ou est-ce que c'est les cotisations? Alors, en Angleterre, je pense même que c'est la ville qui prend en charge beaucoup de choses. Ouais. Donc, on en revient un peu à la même chose, comme un peu en France, où en termes d'infrastructure, j'ai pas vu d'infrastructure, tu sais, un peu biaisée ou autre. Tu vois, les terrains sont entretenus, les tribunes sont entretenues. Après, il y a quelque chose qui rentre aussi beaucoup en compte en Angleterre, c'est la manière dont les fans sont investis dans le club. Tu vois, à tous les niveaux. Le vieux grand-père vient avec son petit-fils pour regarder le match de tel club et c'est quelque chose qui se fait depuis je ne sais combien d'années. Par exemple, tu vas aller voir un match d'Arsenal ou de Wolverhampton, tu peux pas comme là dire je prends un billet.
bah, les gens, ils ont des abonnements. Les abonnements, ils sont tous pris. Les places, elles sont toutes prises. Si tu prends pas ton abonnement, tu regardes pas de match, tu vois. Donc, c'est beaucoup ce truc-là qui fait que ça fait tourner l'économie des clubs. Donc, c'est beaucoup plus facile d'investir sur des joueurs, d'investir sur des infrastructures. Et quand tu regardes, on a ce phénomène un peu pyramidal où d'en haut, avec tous les droits TV, tous les machins, ça retombe sur les clubs un peu plus bas, tu vois. Le joueur, il vient de tel club, bah, il touche tel pourcentage, machin. Donc, tu as des clubs qui s'enrichissent facilement et qui arrivent à grassement payer certains joueurs sans que le joueur ait forcément envie de partir. Ce qui est plus compliqué en Belgique. Pour avoir un bon joueur de qualité, il faut qu'il ait joué déjà à un certain niveau, il faut lui donner un certain salaire. Donc, c'est difficile de tirer ces joueurs-là. Et on le voit, hein, même pour les plus grosses équipes, Anderlecht ou quoi, Doku, plein de joueurs comme ça, très vite, à 16-17 ans, les mecs ils partent d'ici parce qu'il y a d'autres clubs, même en France, qui sont capables de leur proposer ce qu'on ne propose pas en Belgique. Donc je pense que c'est ce qui fait un peu défaut au football belge parce que de la qualité, il y en a, on en retrouve. Mais tu vois, à 16-17 ans, une pépite, bah, les clubs ils se l'arrachent tout de suite parce que les clubs belges n'ont pas la capacité de pouvoir garder ces joueurs-là. Après, il y a aussi le championnat qui est moins attrayant peut-être, mais des fois, c'est mieux de faire une bonne formation et prendre le temps de bien grandir, gagner en maturité dans le foot avant de t'en aller, parce qu'il y a une flopée de joueurs qui sont bons. Je pense par exemple à De Ketelaere qui a été à Milan et au final ça n'a pas marché. Là il se retrouve à l'Atalanta, donc ça va un peu mieux. Ou d'autres joueurs comme Verskaren, quand il était à Antwerp, c'était un monstre. Moi je l'ai vu jouer. Incroyable, il avait 16 ans, il est parti à l'Atlético et puis il down, tu vois. Donc il y a tout ça qui rentre en compte, tu vois. Je pense que c'est ce qui rend les choses un peu compliquées ici en Belgique. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Le monde, en fonction de chaque pays, il y a tout qui change en fait. Ouais. Mais dans tous les sports, même en boxe, si tu vas en Belgique ou en Angleterre, c'est un monde de différence. Ouais, C'est un c'est ce truc qu'on de m'avait fou. dit aussi. Mais en boxe, en Angleterre, ça rigole pas, hein, là. Ouais. Franchement, ça rigole pas. Parce que on avait été avec Matteo en Irlande. Ouais. Et là, c'est aussi réputé pour avoir des bons boxeurs. C'est un peu la même mentalité qu'au UK. Ouais. Et alors que c'est un pays peut-être avec moins d'habitants que la Belgique, tu as 30% des gros boxeurs amateurs qui viennent de là et tout, par exemple. Parce que s'ils ont la mentalité faite pour ça, ils rigolent pas, ils ont les bons clubs, ils sont à fond investis dans le truc, tu Ouais, vois, je et ça vois. change tout. Et je vois ça, je l'ai vu aussi, je suis un peu de MMA aussi. Mhm. Le foot c'est bien, mais il y a d'autres sports. Ouais, ouais. La boxe aussi, je regarde aussi les championnats. Tu vois déjà, je sais pas si tu pratiques ce sport-là ou quoi, mais déjà en termes de mentalité, ça demande beaucoup plus. Parce que c'est toi contre toi. Et quand tu regardes dans le MMA, moi j'avais regardé un peu l'histoire de Conor McGregor, un peu, son film. Tu vois le gars d'où il vient, tu vois, il avait rien, il avait juste sa compagne, il avait que des factures qui débordaient. Mais dans son mindset, le mec, il savait qu'il allait être champion, tu vois. Et c'est ça, moi, je pense, qui aujourd'hui fait la différence dans tout ce que je fais ou entreprends, tu vois. C'est que ce mindset de champion, je l'ai découvert en Angleterre, où j'ai compris que mes qualités, ça suffisait pas. Et on m'a fait comprendre que pour être sportif de haut niveau ou pour faire des choses à très haute échelle, juste être bon, ça suffit pas, en fait. Il faut avoir plus. Et généralement, il faut avoir le mental avant les qualités. Mhm. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément préparé. Il n'y a rien qui te prépare au mental à part te casser la figure. Il n'y a rien. Et si tu n'as pas la force de te relever, bah, tu n'avanceras pas. Malheureusement, la vie, elle est comme ça, tu vois. Et tu vois qu'il y a des jeunes, bah, là-bas, eux, tôt, ils sont confrontés pardon, à ce truc-là et ils ont déjà ce mindset que toi, tu n'as pas. Toi, tu as peut-être les qualités. C'est vrai. Moi, j'ai joué contre des gens, ils avaient peut-être moins de qualité que moi. Mais dans l'envie, tu lisais l'heure. Parce que le mec, en 32 heures, part du principe que tu es peut-être meilleur que moi techniquement, mais moi je vais te montrer que je sais faire gagner mon équipe. Et c'est là que toutes les différences se font, et même au plus haut niveau. C'est pour ça que tu vois je sais pas moi, des Vinicius qui n'arrivent pas à éclater sur des grosses compétitions, mais tu vas voir, je sais pas, des Yamal ou quoi, parce que en termes de mindset, les mecs, ils sont réellement prêts quoi, pour ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Ou si on prend l'exemple d'un Balotelli, par exemple, qui est un joueur incroyable, mais il n'y a pas le mindset qui suit et il y a tout qui est gâché. Ou Nengolan aussi, le joueur belge, pour ceux Ouais. qui connaissent. Ou Ben Donc, Arfa, les ouais, c'est Français, ça, il y en a plein en il y en fait. a plein en fait, tu vois. Ou je sais pas, même Neymar, tu vois. Neymar, Mhm. pourtant Neymar c'est quelqu'un qui a du mental. Les jeunes disent, Mm. ah, il est pas fort mentalement. Neymar il est fort mentalement. C'est un mec qui est revenu de plein de blessures et tout. Ouais. Mais à un moment, le trop plein, tu vois. Et tout ce qui va autour, bah, quand ça te prend, bah, tu lâches. Et c'est pour ça qu'un joueur comme Mbappé, je suis content parce que il arrive à Madrid, il y a beaucoup de pression. Il sort d'une saison, il n'a pas été très bon. Il arrive dans un nouveau club où c'est le meilleur du monde et il faut que tu sois capable de montrer. Tu as tout le monde qui t'attend en tournant. Et là, niveau mindset, tout ce qu'on a vu,
c'est remise en question totale et c'est comme si tu repartais de zéro à chaque fois, tu vois. Et c'est le plus difficile. Mais bon, Mbappé, c'est plus un joueur à démontrer les qualités, je pense qu'il les Non, a. c'est sûr. Il est unanime, Ouais, donc J'adore pas personnellement, mais il faut avouer que c'est fort. c'est fort, C'est fort. très fort. C'est très très fort. Bah, il faut lui laisser un peu de temps Ouais, et aussi. ça va, il va exprimer après tout ça. Ouais, je suis d'accord. Après, on est dans une vie aussi où on laisse pas forcément aux gens l'opportunité de s'approprier les choses et de grandir. Quand on arrive quelque part, on attend tout de suite des résultats Ouais. et c'est triste. Tu vois, je donne un exemple. Aujourd'hui, l'émission, elle marche bien. Peut-être que vous allez gagner en visibilité d'un coup, tu vois. Et d'un coup, les gens, ils vont attendre que vous fassiez des énormes podcasts ou quoi. Et si vous utilisez un système de ramp-up, pour des gens, c'est ah non, leur truc, ça va pas forcément marcher. Ou ils ont investi, mais en vrai, il se passe rien. Alors qu'en vrai, vous prenez le temps de vous construire, tu vois. Et c'est cette vision-là que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que, vu qu'on est dans une génération un peu réseaux sociaux, où dès que tu affiches un truc, ça veut dire que c'est la vraie vie et tu deviens riche du jour au lendemain. Voilà, déjà un truc, on ne devient pas riche du jour au lendemain. Non, C'est ça, faux. non. Il y a toute une construction, il y a tout un plan de développement, il y a des sacrifices à faire, il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas, il y a des choses qu'on anticipe, d'autres qu'on n'anticipe pas. Et c'est comme ça qu'un projet fonctionne. Et quand les gens ont cette démarche-là, ils réussissent. Et ceux qui pensent que c'est pas ça la vraie vie, généralement, ça les rattrape tôt ou tard, tu vois. Ouais, totalement. Et tu as bien fait de me le rappeler. Je voulais le dire aux abonnés que, en fait, réussir, on pense quand on voit sur Insta, ah ouais, en un an, il est devenu millionnaire. Ok, il y en a peut-être 4 ou 5 sur 10 000, mais tous les autres qui ont réussi, ils le disent peut-être pas, mais ils ont pris 4 5 ans, ils n'ont pas dormi pendant longtemps. Certaines nuits, ils ont eu plein d'anxiété, plein de problèmes, ils ont peut-être échoué 14 15 projets avant de réussir. Et en fait, nous, dans notre podcast, on veut montrer aux gens que réussir, c'est possible, mais c'est pas facile comme les autres le disent sur les réseaux. On veut montrer que ça demande des sacrifices, du temps, et je trouve que c'est important de le rappeler, quoi, parce qu'avec Insta, TikTok, on vend trop facilement la réussite comme quelque chose de facile, pas du tout. Nous, ici, ça fait un an qu'on a créé le podcast. Maintenant, il commence à prendre. De semaine en semaine, on voit, on ne sait pas pourquoi, mais ça se démarque pour le moment. Mais il a fallu un an pour que ça commence à se démarquer, tu vois. Sinon, on s'est pas fait en 6 mois. Ah ouais, on a interrogé le plus grand entrepreneur belge. Non, il faut du temps. On va le faire. Nous, on croit en notre projet. Mais il faut du temps et c'est pas facile. Ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Moi, je vous le souhaite vraiment, vraiment beaucoup. Je vous suis depuis un petit moment, hein. Et comme je l'ai dit, comme tu l'as dit, pardon, entreprendre, c'est quelque chose de très difficile. Je l'ai dit encore une nouvelle fois et tu l'as très bien dit. Ce qu'on nous propose sur les réseaux, c'est pas ça, la vraie vie, hein. On se lève pas un matin, on découvre la crypto-monnaie, et puis on place des sous, et puis on devient riche du jour au lendemain. Non, il y a une vision à avoir, à court, à moyen, à long terme. Il faut mettre des choses en place. Des fois, il n'y a pas les ressources. Il y a tellement de choses qui peuvent venir. Il y a des trucs familiaux qui peuvent arriver, qui peuvent faire que les choses se freinent, etc. Et généralement, même les amis qu'on pense qui nous soutiennent, on se rend compte que au final, ils nous soutiennent pas tant que ça et ils attendent juste le fait qu'on s'écroule pour dire ouais, de toute façon, j'avais dit leur truc, ça marcherait pas, tu vois. Et quand ça marche, c'est non, non, mais je le connais, c'est mon gars, et là, je suis avec lui, je le connais, je peux t'arranger. Donc, cette hypocrisie un peu sociale qu'il y a par rapport aux hommes de vision, et je crois qu'on est tous les trois ici des hommes de vision, c'est que voilà, on est confronté à ces choses-là tout le temps. Ça veut dire que nous, déjà, c'est difficile mentalement de se dire qu'il faut continuer, il faut rien lâcher. On n'a pas forcément des gens autour de nous qui veulent qu'on réussisse, mais on a aussi des gens, on découvre aussi des personnes qui ont envie qu'on réussisse et qui nous poussent dans ce sens-là. Mais voilà, il n'y a rien de facile dans la vie, il n'y a jamais eu rien de facile. Et je pense que quand on veut quelque chose, il faut apprendre à aller le chercher. Et surtout, il faut beaucoup de patience et il faut du temps. Le temps, c'est le meilleur baromètre pour savoir comment on évolue. Et voilà, il faut apprendre à laisser du temps aux gens pour se construire, faire ce qu'ils ont à faire, se développer et pas être toujours dans le jugement et dans la critique incessante. Parce que généralement, en plus, les gens qui critiquent, c'est ceux qui ne font pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Bah, comme tu dis, en tant qu'entrepreneur, tu essayes de maximiser le fait de contrôler un maximum de choses. Mais malheureusement, c'est pas tout contrôlé. Il y a des variables externes qui arrivent avec des problèmes familiaux ou des problèmes sur des choses qu'on n'avait pas anticipées, etc., sur nos visions et tout. Et il faut essayer de jongler avec tout ça pour sortir un résultat qui est satisfaisant. Exactement, exactement. Ouais, c'est le jeu, il faut pas brûler les étapes et Non. après tout vient à qui sait attendre. Exactement. Tout vient à point à qui sait attendre. La Exact. petite rêve. Non, elle est bonne. Et donc voilà. Elle est bonne.
On va commencer avec le premier jeu, Ok. si t'es chaud. Donc ici, il faut piocher 3 pierres et pour chaque pierre, ce sera une question appropriée pour toi. Ok, pas de S'il te plaît, soucis. tu peux prendre Allez, 3 d'un coup. j'en prends 3. Hop. Je les ai. Ok, magnifique. Donc il y a la pierre rouge, mauve et ok. On va commencer avec la jaune et noire, justement. Ok. Comment gères-tu le regard des autres? Ouh, c'est une bonne question ça. C'est une bonne question. Comment on gère le regard des autres? Très honnêtement, je te dirais que je m'en soucie pas. Euh, je m'en soucie sans m'en soucier. Je m'explique. Je m'en soucie pas parce que ce que les gens vont voir ou dire de moi ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui va me faire avancer ou reculer. Par contre, je m'en soucie parce que j'ai la responsabilité de renvoyer une image positive de ce que je fais, de manière à garder cette exemplarité que j'ai pour essayer de motiver d'autres gens à faire pareil ou à faire mieux. C'est-à-dire que dans ma perception des choses, quand tu fais bien quelque chose ou que tu as l'opportunité d'apprendre des choses, il est de ta responsabilité de transmettre ces choses-là. Après, il y a plein de façons de les transmettre. Il y en a qui vont beaucoup parler, d'autres qui vont beaucoup faire, et on verra pas. Et moi, j'essaie d'avoir un peu un contenu où je tweete un peu ce que je fais, je tweete les difficultés que je peux rencontrer, comment je résous ces problèmes-là. Et pas pour qu'on ait un œil positif et en se disant ah ouais, trop bien ce qu'il fait, Ekel. Ouais. Non, mais pour qu'on se dise ah ok, dans tel cas de figure, je connais une personne qui a adopté tel comportement. Moi, je sais pas comment faire. Est-ce que je m'intéresserais pas à ça pour essayer de solutionner mon problème? Donc, c'est un peu ça ma vision. Après, il y a tout, hein, tu sais. Il y a des gens qui vont dire des choses positives, d'autres personnes qui vont dire des choses très négatives. Avant, ça m'affectait beaucoup parce que j'étais un garçon qui avait une certaine sensibilité et je le prenais très personnellement. Et après, j'ai compris que bah, des fois, j'étais juste le reflet du manque de réussite de certains, tu vois. Et Hmm. c'est vrai, on peut venir d'un même milieu et pas avoir eu le même chemin. Et automatiquement, bah, tu vas passer pour quelqu'un qui manque d'humilité ou quelqu'un qui se la raconte parce que tu as juste une vision et que tu t'y accroches. Donc, mon but, c'est de m'accrocher à cette vision-là et d'avoir un maximum de personnes qui veulent porter cette vision-là et marcher avec ces gens-là. Après, ceux qui veulent critiquer, bah, je les laisse critiquer, j'ai envie de te dire, mais très souvent, par expérience, ces gens-là qui critiquent, ça sera les gens de demain qui diront qu'ils te connaîtront quand tu réussiras. Mhm. Donc, voilà, c'est plutôt ça aujourd'hui. J'ai beaucoup de détachement par rapport aux gens, au réseau. J'ai appris à me créer un cercle très restreint de personnes qui m'aident à avancer, parce que je ne me suis pas fait tout seul, encore une fois. Là où on est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont voulu nous porter, ou des gens qui ont cru en nous, et qui nous a permis d'être là. On ne se fait jamais tout seul. Et voilà, j'essaie simplement de rendre l'appareil pour les gens qui ont fait pour moi, en le faisant pour un maximum de personnes grâce à l'ère des réseaux. Et ben, j'espère que ce sera profitable aux internautes, aux gens qui me suivent et à ma famille également. Ouais, clairement, bah, t'inquiète, il n'y a pas de doute. J'espère. Je vais passer à la prochaine question. C'est les 3 conseils que tu donnerais à un débutant qui veut percer dans le football, ou du moins commencer le foot à un bon niveau. Euh, Moi, je pense que les 3 conseils que je donnerais, ce ne sera pas forcément des conseils par rapport au football, mais c'est des conseils qui sont applicables dans le football. Parce que bah, le football, il faut ce facteur chance. C'est-à-dire que si tu ne penses que foot, ce qui est très bien, je n'en disconviens pas, mais voilà, si demain, tu n'as pas la grâce de pouvoir réussir, il faut avoir la force mentale de te retourner, de partir sur autre chose pour réussir autre chose. Donc, je pense que les conseils que je pourrais donner à un débutant, c'est déjà de croire en soi. C'est la première chose. Parce que tu dois pas t'attendre à ce que quelqu'un croie en toi. Parce qu'il y a des gens qui feront semblant de croire en toi et d'autres qui croiront pas en toi du tout et qui t'enterreront. Et donc, tu dois déjà voilà, t'analyser et croire en toi. Pour croire en toi, il faut être capable de travailler et de travailler ce qui est tes points forts et tes points faibles pour justement savoir quand tu peux utiliser tes points forts et quand est-ce que tu dois gérer une situation où tu fais face à tes points faibles. C'est ce qui va créer de la confiance. Le deuxième conseil, je te dirais, c'est d'avoir confiance en soi. Donc là, au-delà de croire, maintenant que tu sais que tu en es capable, c'est de garder toujours ce capital confiance haut. Et ça, il n'y a pas de secret, c'est travailler. C'est la répétition. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes ce que tu sais faire pour toujours avoir un capital confiance haut dans tout ce que tu feras. Comme ça, même si on vient de dire A, B ou C, toi, tu sais que tu as travaillé pour. Peu importe ce qu'on te dira, ça ne bougera pas. Et le dernier point que je donnerais à un jeune, parce qu'on parle des plus jeunes, bah, tout simplement, c'est d'être patient.
c'est pas un truc qu'on dit souvent, mais il faut apprendre à être patient, il faut apprendre à se laisser le temps d'apprendre les choses, de laisser son corps emmagasiner toutes ces informations, sa tête emmagasiner toutes ces informations-là, les choses de la vie autour, apprendre à les gérer en fonction des âges et croire que le travail finira par payer parce que le travail paye toujours. Mais voilà, il faut être patient et pas être trop dur avec soi-même et voilà, pas vouloir griller les étapes comme on le disait au début et assurément en suivant ce processus-là, il y aura des réussites. Il y aura de la réussite et ce sera plus facile de voir plus loin, quoi. C'est sûr. Ouais. Et justement, pour la dernière question, c'était le point faible que tu aimerais améliorer. Est-ce que j'ai des points faibles? Je rigole. Le point faible que j'aimerais améliorer? Ou une qualité que tu aimerais avoir en plus, quelque chose que tu aimerais développer. Quelque chose que j'aimerais développer, je pense que j'aimerais moi personnellement, c'est pas forcément une qualité, mais enfin j'ai cette ouverture d'esprit là, mais tu vois pour d'autres pays, en ce moment par exemple là le week-end dernier je suis parti au Maroc pour l'espace d'un week-end et j'ai vu certaines réalités et en fait j'aimerais jouer un rôle dans ça. C'est-à-dire à plus haute échelle, j'aimerais en fait trouver les bonnes composantes pour justement, dans des pays où il y a moins de choses, bah, être capable de pouvoir apporter de l'espoir, tu vois, entre guillemets, à ces gens-là et leur dire que c'est pas la condition qui te conditionne, même si ça joue un rôle prépondérant, on va pas se mentir. Mais voilà, donner la capacité à des plus jeunes issus de milieux plus défavorisés de pouvoir réussir, de comprendre comment une économie ça marche, de comprendre que un rêve, ça restera qu'un rêve si tu ne poses pas certaines actions derrière, etc. Donc voilà, j'aimerais trouver du temps pour m'orienter plus sur ces choses-là. Pour l'instant, comme je le disais, il faut être patient. Il y a le timing aussi des choses qui font que. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer dans une partie de ma vision et que je garde du moins en tête. C'est pas pour rien qu'on t'appelle The Eagle en fait. Hein. Toujours la vision, c'est ça. J'essaye au maximum. J'essaye vraiment au maximum. Non, Non, mais J'essaie, mais j'essaie. c'est une bonne chose en vrai, hein. Si tu arrives à faire ça, ouais, c'est vraiment. Comme je l'ai dit, hein, tu sais, je me suis pas fait tout seul. Oui, il y a beaucoup de combats de la vie que voilà, j'ai été confronté moi-même face à moi-même et j'ai dû m'en sortir, c'est vrai, mais il y a toujours une personne qui a cru en moi à un moment donné, tu vois. C'est ce qui m'a aussi des fois donné la force. Par exemple, quand j'étais à Vendôme, voilà, j'ai le gardien de but qui m'a permis de trouver un stage, mais qui croyait en moi en tant qu'ingénieur futur, tu vois. Enfin, je le voyais pas. Mon chef me disait, mais tu peux être ingénieur. Dans ma tête, j'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Technicien, c'est bien, ouais. Non, tu peux être ingénieur. Paf, j'ai passé les concours, j'ai été reçu, tu vois. J'étais en Angleterre, j'arrivais dans ma tête, je pensais que je savais jouer au foot. J'arrive, je me fais déclinguer, j'arrive pas à être bon au début. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pascal qui me dit, ouais, non, les qualités, tu les as, je suis dur avec toi pour une raison, etc. Parce que je crois en toi. Donc quand tu te retrouves dans des situations difficiles, même maintenant, tu repenses à ces gens-là qui t'ont dit ces choses-là. Donc ça crée un capital confiance en toi et tu sais que t'en es capable, tu vois. Et en fait, tout ce que j'ai reçu, ces gens-là, bah, j'aimerais juste en fait le retransmettre à d'autres personnes, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre qu'on a confiance en eux, qu'on croit en eux, qui sont aussi capables de le faire, tu vois. Et demain, qui sait ce qu'ils deviendraient. Et des fois, c'est cette petite parole ou cette petite vidéo que tu vas regarder qui va te motiver et qui fera la différence, quoi. Totalement. Et on en parlait dans l'épisode de tantôt, avec parce qu'avant on a tourné un épisode avec un cycliste. Regardez la vidéo ici, les gars. On disait quand tu donnes aux gens, souvent tu reçois, tu vois. Ouais. Moi je suis croyant, mais même si t'es pas croyant, même les gens qui croient pas, ils me disent que c'est vrai. Quand tu donnes, le karma, si on peut appeler ça comme ça, on peut l'appeler comme on veut, ben, il existe. Quand tu donnes des bonnes choses, en général, tu reçois de bonnes choses. Et si tu penses que du négatif, si tu fais que critiquer, souvent, tu n'as que du mauvais qui vient, tu Ouais, vois. c'est vrai. Et là, tu as dit un truc qui est super intéressant et qui touche une partie de ce que je suis aussi en tant que chrétien qui sert à l'église, qui prie, qui a des responsabilités dans une église également. C'est important de le souligner parce que la foi, ça fait partie de mon mindset et mon mindset est basé sur ce que la Bible dit, tu vois. Et tu as dit un truc qui est très important et il y a un verset qui en parle, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, tu vois. C'est la Bible qui le Mhm. dit. Et en fait, le fait de donner aux autres, c'est quelque chose qui va te permettre de t'animer toi. Et les gens pensent que en étant dans le jugement constant, ça va pouvoir toi te permettre de t'alimenter, mais tu vas t'alimenter que de choses négatives. Donc tu vas être encore plus négatif dans ta pensée, dans tes actes et dans ta façon de réfléchir. Et à la fin, tu vas incriminer les autres parce que tu n'auras plus cette capacité de te remettre en question pour justement reprendre la marche. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, comme là, aujourd'hui, on est là. C'est-à-dire, on est là pour un podcast parce qu'on veut donner des choses aux gens. Et pour pouvoir donner des choses aux gens, c'est parce que vous avez voulu me donner une opportunité de pouvoir m'exprimer. Je vous en remercie d'ailleurs. Et moi aussi, j'ai pu vous donner ce dont vous avez Vraiment. besoin pour justement faire évoluer votre chaîne. Donc, c'est toujours cette relation de je donne sans réfléchir parce que j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice dans quelque chose qui fera toujours la différence. Et quand tu gardes ce mindset-là, bah, tu peux qu'avoir des choses positives qui t'arrivent dans ta vie parce que tu contribues à quelque chose. Il faut être contributeur et pas toujours être passif et attendre que les choses se passent. Et quand elles se passent pas, c'est de la faute d'un tel, c'est la faute de lui. Mais lui qui dit qu'il a réussi, tu t'en sortiras pas. Tu vas juste perdre du temps, perdre des années. Tu te développes pas et à la fin, tu deviens super aigri dans la vie sans avoir réussi, envieux et jaloux. Et généralement, tu finis pas très bien. Ouais, Quoi. c'est ça. C'est sûr. Et hier, j'ai vu une citation d'Arnold Schwarzenegger, parce que c'est le gars, je pense, que j'admire le plus. Ouais, Il disait tu peux avoir des réussites ou des excuses, mais pas les deux. ouais, Il y exactement. a, soit tu réussis et tu vas avoir des petits échecs, des contraintes, ou soit tu fais que avoir des excuses. Ah, je me suis blessé. Des fois, dans certains cas, d'accord, c'est vrai, il y a des blessures. Ça peut te couper à vie du foot ou du sport, c'est comme ça. Mais bon, quand tu as une petite blessure, un claquage ou quoi, c'est pas ça qui t'a empêché de devenir pro, tu vois. Ouais, je suis Si d'accord. tu sais bien le soigner. Le fameux ligament croisé. Ouais, mais ouais, c'est ça. Ouais, mais tu le dis bien, hein. Je le dis souvent, le point nodal pour un être humain, ce qui va lui permettre d'évoluer ou pas, c'est tout simplement sa capacité à se remettre en question. En fait. Mhm. Tu peux pas, enfin, comme tu l'as dit, trouver des excuses. Tu peux trouver des excuses toute ta vie hein, pour ce que tu vas pas réussir. Mais tu n'avanceras pas d'un pet. C'est toujours la même chose. Mais si tu as toujours cette capacité de te remettre en question et de te dire, ok, bah, là, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que je pouvais contrôler, qu'est-ce que je pouvais pas contrôler, sur ce que je pouvais contrôler, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire, sur la partie que je pouvais pas contrôler, qu'est-ce que je peux faire à l'avenir quand je rencontre cette situation. La vie, elle est basée que sur des expériences. Tu prends des expériences, tu réappliques, tu vois ce qui a pas marché, tu réappliques. C'est ça la remise en question. Et on a, bah ouais, voilà, la blessure, le coach, le machin. Le truc. coach. Ouais, le coach, ça Tu vois, c'est. même à Pérou, j'ai un coach, et le coach que j'ai, je suis pas d'accord du tout avec son traitement, certes, mais ça reste le coach, tu vois. Si dans sa vision, il juge que c'est comme ça que l'équipe elle doit tourner, moi je peux pas venir lui dire, et je lui ai déjà dit, je peux pas lui dire, hey coach, tu me respectes pas. Ouais, peut-être que j'aurais ce sentiment-là, c'est vrai, mais moi en tant que footballeur, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation-là? C'est ça qui va me rendre plus fort Mhm. mentalement et qui va m'emmener plus haut. C'est pas de me dire, c'est le coach, vas-y coach, c'est que le coach, façon-moi le coach, et moi j'arrête le foot parce que le coach, non. Cherche un autre challenge si tu préfères. Prends ce que tu as à apprendre en termes d'enseignement. Si tu veux te battre pour ta place parce que tu juges que ça en vaut la peine, fais-le. Après, oui, arrivé à un certain âge, il faut se poser la question de ce qui vaut la peine ou pas, je suis d'accord. Mais ça va pas toujours être les autres le problème. Tu dois être capable aussi de te remettre en question. Jeune, remettez-vous en question, c'est important. Parce que c'est ce qui fait la différence. Ta capacité à te remettre en question te démarquera toujours des autres. Ouais, c'est sûr. Et au niveau du monde du football, moi, j'ai plutôt une vision du monde du football dans le sens, dans l'interne, que c'est un monde de requins. Ouais. C'est vraiment, tu dois prouver ta place tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai eu quelques échos de personnes qui ont signé aussi semi-pro, etc., etc., où généralement le problème, ça vient des fois des managers. Est-ce que tu as eu peut-être ce genre de problème ou Oui. pas? Oh oui. Oui, mais c'est pas une excuse. Mhm. Ah oui, bien Encore une sûr. fois, tu vois. Mais oui, encore une fois, oui, parce que c'est devenu un monde très compliqué. Moi, par exemple, le football, je joue plus au football de la même manière que je jouais avant, tu vois. Il y a beaucoup de joueurs qui te le diront, tu perds très vite le goût de l'effort, de jouer au foot. Tu sais, par exemple, quand tu allais jouer dans ton jardin ou dans un petit city-stade avec tes copains, tu avais ce désir-là de faire la bonne passe, de marquer un but, de faire marquer ton copain. À ton copain, il s'est fait dribbler, bah, tu vas défendre pour lui. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu as 11 mecs sur un terrain qui ont chacun négocié avec un coach, un salaire, une position, un machin. Tu arrives, tu sais pas ce qui a été négocié. Donc tes coéquipiers, c'est pas vraiment tes amis, mais vous faites semblant de l'être. Le gars qui doit défendre, il va pas défendre parce qu'en défendant pas, il sait que, bah, toi, tu peux mal te faire voir, mais lui, dès qu'il a le ballon, il va essayer de faire sa différence pour montrer qu'il a fait sa différence. Par exemple, à Pérou, je l'ai vécu un peu comme ça, tu vois. J'arrive dans un club, je connais personne. Moi, je me dis, ce qui est important, c'est de faire les efforts pour l'équipe. Oui, mais il y en a qui n'ont pas forcément ce mindset-là. Eux, ils sont là pour faire leur truc parce que ce qu'ils veulent, c'est que quand le championnat il commence, ils soient sur la feuille de match.
et ils vont faire le strict minimum, mettre le but pour qu'on dise ah mais il marque quand même. Ok, il a pas de truc, mais il a marqué, donc on en aura besoin. Et ça suffit. Et le football tourne aujourd'hui beaucoup comme ça. Donc les joueurs collectifs où on dit ah on aime bien N'Golo Kanté parce qu'il machin. Dans le football plus bas ça n'existe pas. C'est chacun pour sa poire, chacun négocie ce qu'il a négocié. Et t'en as voilà, l'aspect du foot, copains, se battre pour le coéquipier, ça n'existe plus. Donc oui, t'as beaucoup de managers qui sont comme ça parce que aussi ils jouent autre chose. Des fois, une bonne année pour eux, ça leur propulse dans leur carrière d'entraîneur, il faut aussi le prendre en compte. Ils ont cette vision-là de où ils veulent aller et quand tu rentres pas dans leur schéma, bah, tu es facilement mis sur le côté parce qu'ils ont leur compagnon de confiance qui connaissent depuis un temps, qui sait qui pourra afficher telle performance. Et encore une fois, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc il faut trouver juste le moyen de s'adapter à ça, tu vois. Moi, je pense que c'est ça qui fait la différence aussi, même au haut niveau. Quand tu vois une équipe d'Italie qui n'a pas forcément des joueurs à l'Euro, on va dire, ils ont eu des bons joueurs, je ne vais pas dire que c'est des mauvais joueurs, mais des joueurs de grande classe, tu vois, qui gagnent un Euro parce que ils ont la fierté du maillot, l'envie de gagner. Ou une équipe comme la Belgique qui avait des joueurs incroyables, avec des De Bruyne et des Lukaku et j'en passe et qui au final a rien fait, tu vois, façon de parler. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment l'amour du maillot et la volonté de gagner et qui fait beaucoup. En fait, tu verras que les équipes qui gagnent des grandes compétitions, souvent, l'Espagne très récemment, etc., c'est les équipes où tu retrouves le plaisir de jouer avec le copain. Le plaisir de faire les efforts pour le. En fait, l'essence même du foot, de ce pourquoi tu as joué au ballon, en fait. Ce qui t'a amené à jouer au foot. Et les équipes qui arrivent à retrouver ça dans une compétition, c'est les équipes qui gagnent. L'Espagne, là, récemment. L'équipe de France en Coupe du Monde. L'Italie à l'Euro. L'Italie à l'Euro. L'Argentine même qui gagne une Coupe du Monde. Bon, même si, on va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez une équipe qui veut que Messi gagne cette Coupe du Monde. En fait, tout le monde a travaillé pour ce mec-là. Et quand tu vois tout le monde qui vise le même objectif, bah, les résultats ils sont probants. C'est toujours la même chose. Donc, toutes les équipes qui ont gagné des grandes compétitions, c'est des gens qui ont réussi à refaire vivre le foot comme on le pensait avant. Voilà, travailler pour le copain, faire les efforts pour le copain, parce que nous on veut réussir ça. C'est pas le mec qui se dit, là, si je mets ma lucarne, je peux remporter le ballon d'or, ou je peux faire mon truc, et je peux faire mon machin. Et même là, même si je suis pas forcément d'accord, un joueur comme Rodri qui gagne le ballon d'or, c'est un joueur qui a beaucoup travaillé pour l'équipe, qui a donné une vraie stabilité à Manchester City, tu vois, par exemple. Et il est récompensé pour ça aujourd'hui. C'est pour ça que les gens disent un peu le football à gagner, parce que oui, c'est vrai que dans la vision du football qu'on a, un joueur comme Rodri représente énormément ça. Vinicius représente, oui, plus une individualité qui est au-dessus de tous, mais voilà, le football, ça reste quand même un sport collectif, tu vois. Ouais, surtout, et on finit par l'oublier. comme tu as dit, ouais, l'esprit d'équipe, hein, c'est le plus important. Exactement. Et encore une fois, avec Rodri, c'est pas un buteur qui a gagné le ballon d'or, quoi. Mais non, c'est un joueur qui va faire jouer les autres, qui va être bien positionné toujours au bon moment et qui va avoir aussi ses moments de gloire. Hein. Au final, je crois que c'est contre l'Inter, je crois que c'est lui qui marque, tu vois, qui donne la coupe. Donc, il a donné, il a été récompensé, il a reçu, il a marqué en finale, il a eu le ballon d'or. Donc, on en revient à ce qu'on disait, tu donnes, tu reçois, c'est toujours la même chose, quoi. Tu vois. C'était une belle finale d'ailleurs. Ouais, Vraiment. Je suis d'accord. Est-ce qu'on est dans le timing de faire le deuxième jeu ou pas? On va passer au deuxième jeu. Donc là, Mathéo va te poser 10 questions. C'est ça. Ok. Et tu dois répondre vraiment Spontanément en quelques phrases. Ok. Mais ouais, t'expliques un peu pourquoi tu as choisi celui-là et pas l'autre. Donc le premier, c'est tu préfères mettre un but décisif lors d'un match de coupe ou mettre la passe décisive? La passe. Hein. La passe parce que... en fait, je suis quelqu'un de naturellement altruiste. Je préfère voir quelqu'un avoir l'opportunité de briller que de briller moi-même. J'ai jamais été centré sur moi-même, donc si j'ai l'opportunité d'avoir eu la vision de voir qu'il est bien placé pour lui donner le ballon juste qui nous permettrait de gagner, je te dirais la passe. Et généralement, en vrai, quand tu regardes, des fois, ce qui est même plus beau, comme tu dis, c'est la passe. Tu dis, mais putain, la passe, elle est magnifique. Exactement, tu vois. Tu vois toute la Et qualité. le gars, il a juste à la placer après. Exactement. C'est ça qui est beau. Tu préfères remporter une victoire écrasante ou une victoire serrée? Les deux, hein. Les deux, elles ont bon goût. mais je te dirais une victoire serrée parce que elle te permettrait d'apprendre davantage. Une victoire serrée, c'est ce qui permet à un collectif de grandir, de mieux se connaître, d'apprécier les efforts ensemble et d'en tirer quelque chose de positif pour les matchs d'après. Alors que si tu gagnes des gros scores à chaque fois, tu auras plutôt cette tendance pour la suite
tomber dans une certaine facilité qui peut te Mhm. desservir plutôt que te servir. Ouais, c'est sûr. Tu préfères jouer une Champions League ou une Coupe du Monde? Ah Une Coupe du Monde, je pense. Le pays. Hein. Ah, le pays. C'est fou. Ah non, représenter son pays, ça doit être. Non, le pays, le pays. Ouais, Le je sais. pays. Tu préfères une séance d'entraînement basée sur la technique ou sur le physique? La technique. Hein. En fait, c'est drôle parce que je suis un joueur physiquement très bon sur les exos physiques. Tout ce qui touche le fractionné, le cardio, j'ai pas de problème. Oh, mais comment j'aime pas ça? J'aime vraiment pas ça. En fait, je trouve ça lourd de tout le temps courir. Ouais, c'est Mais la la même chose. technique, c'est là où tu peaufines, c'est là où tu peux faire des petites différences à certains moments. Donc, ouais, je te dirais la technique. Tu préfères jouer sur un gazon synthétique ou alors sur du naturel? Pelouse nat. Pourtant, je suis d'Île-de-France, de base, synthétique. Mais je suis arrivé en Belgique. Quand tu arrives plus haut aussi, tu connais des vraies pelouses, des caviars, comme on dit en France. Et ouais, non, rien de mieux qu'une pelouse nat bien arrosée où tu taques, ça glisse, ta passe elle est claquée, le ballon il glisse. Non, pelouse nat. Tu préfères un coach qui te pousse dans tes limites avec des entraînements intenses ou alors un coach qui te motive davantage mentalement pour améliorer ta confiance? Le coach mental, je pense. Je pense que j'ai toujours préféré un coach qui sait parler à ses joueurs et qui sait en tirer un max de confiance qu'un coach qui te pousse dans tes reproches. Travailler physiquement, c'est la responsabilité du joueur d'être bon physiquement et de s'affûter. Après, voilà, il y a l'entraînement collectif, mais je pense que c'est. De toute façon, les grands coachs, je les vois. Hein. Ouais, C'est classique. clairement. Ils ont ce truc en plus où ils ont trouvé le trigger chez chaque joueur pour débloquer ce truc-là mentalement et en faire un top joueur. Donc, je te dirais plutôt l'aspect mental. Ok. Tu préfères suivre un régime strict, donc c'est un programme qui est déjà tout fait, ou alors tu préfères le faire toi-même? Bah, j'ai été dans les deux cas, pour être honnête avec toi. D'ailleurs, shout out to Mimi, qui est ma nutritionniste, et qui m'a fait un programme de nutrition adapté. C'est mieux quand c'est adapté et qu'il y a une personne Ouais. qui sait ce qu'elle fait et qui te permet de mieux contrôler ça, tout en prenant du plaisir à le faire. Parce que toi, tes recettes, elles sont très vite limitées d'ailleurs. Ouais, Et tu t'en as vite marre et t'as plus envie. Donc non, ouais, Mimi m'a permis de perdre quasi 10 kilos en l'espace de 2 mois et demi pour une reprise. Je suis arrivé au poids alors que j'avais plus joué depuis 4 mois quand j'étais en Asie. Donc non, mieux la nutritionniste. C'est sûr. Tu préfères privilégier ta récupération avec des bains froids ou des étirements, ou alors avec un repos total, un bon sommeil? Hmm, bonne question. les deux, Les deux. peut-être. Ouais, Les ouais. deux, les deux en fonction du temps, tu vois, vu qu'on est Ouais, ouais. semi-pro, bah, tu sais que le sommeil, je vais faire beaucoup de siestes. Moi, je suis un garçon qui fait beaucoup de siestes. Dès que j'ai un moment pour récupérer, je récupère. Après une séance, je récupère. Par contre, grâce à mon travail, je peux aller faire du sauna, de la récup, etc. active, bain froid, etc. Donc là, j'y vais, tu vois. Donc je fais vraiment un mix des deux, mais si je dois te dire que j'ai une tendance, je te dirais dormir. Parce que je suis un gros dormeur. Ouais. Tu préfères être reconnu dans ton équipe pour ton leadership et ton esprit d'équipe, ou pour ton talent individuel et tes performances remarquables? Leadership. Mais ça, tu le Ah sais. ouais, je m'en doutais de quoi. Leadership, direct leadership. Tirer les autres vers le haut, leadership. À la fin de la journée, t'as permis aux autres d'évoluer et t'as évolué toi-même, leadership. C'est bien d'être la star, hein, je pense. Hein, ça doit avoir un bon goût. Bah, on dit, j'étais un peu la star quand même. Ça a bon goût, mais ça t'attire aussi des foudres que Ouais. t'as pas forcément envie ou auquel t'es pas forcément toujours préparé, peu importe le niveau dans la vie, hein, je le dis bien. Mais il faut faire face à ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une carapace et entre guillemets avoir le caractère, le comportement d'une star en tout temps. Non, je préfère être quelqu'un qui a un leadership naturel et qui sait tirer les autres vers le haut. Quoi. Bah, au final, t'es encore plus content, je pense, à la fin. Ouais. T'as le même salaire, on va dire. Enfin, ça dépend des cas, encore une Ouais. fois, mais on va dire, en moyenne, t'as le même salaire, t'as la même coupe au final, la même victoire si tu gagnes. Donc, et t'as pas toutes les responsabilités qui vont avec le fait d'être la star du club, tu vois. En fait, Après, pour si moi, t'es. Ouais, pour moi, t'es une star, mais t'es une star dans l'ombre. Tu vois ouais, ce que je veux dire? ouais. Parce que tu sais que l'aspect mental, j'avais un coach qui me disait ça souvent. En fait, de base, moi, quand il y a un match qui se passe pas bien, j'aime trop râler. Tu vois, genre, ah,
Et je veux pas crier forcément sur mon coéquipier, mais je vais avoir des gestes. Et Mhm. tu vois, ces gestes, bah, ils conditionnent l'état d'esprit des joueurs avec qui je joue. Moi, je ne m'en rendais pas compte. On m'a dit, D'office. mais en fait, ton non-verbal, il a encore plus d'incidence que le reste. Et j'étais, mais non, j'ai le droit d'être énervé. Non, mais en fait, juste le fait de faire un geste, ça va faire que tes coéquipiers ils seront encore plus dans le down, alors que l'équipe, elle est déjà Mhm. dans le down. Et en fait, tu Mhm. vois que dans l'ombre, bah, t'es un peu la star parce qu'on te va te regarder et on va se dire, ah, si Axel, il est chaud, je vais avec lui. Mais s'il est pas chaud aujourd'hui, on le saoule. Ouais, j'ai encore moins envie. Et puis, Ouais. tu vas encaisser, tu vas prendre des buts, but sur but, tu vois. Donc, je pense que t'es une star, mais dans l'ombre. Après, c'est Mhm. qui veut la lumière, qui veut l'ombre. Ouais, bien sûr. La dernière question, et pas des moindres. Ah, ok. Oula, attention, parce que ça fait débat. Ça. Je suis chaud. Tu préfères Ronaldo ou Messi? Ah ouais, non. Salut les gars. Ah CR7, le mindset. ouais, mais il y a des De Hegel, Ouais. c'est Ronaldo, obligé. Moi, j'ai grandi avec CR7. Fan de CR7, ouais, bah, fan de Manchester United, donc fan du grand numéro 7. Moi, je suis très fan de Ronaldo pour l'organisation dans le travail, la capacité à tirer, l'optimisation. Je dis souvent dans la vie, quand tu arrives à un très haut niveau, en tout, ce que tu apprends à faire après, c'est de l'optimisation. Tu apprends à optimiser ton temps. Au début, par exemple, le temps, tu apprends à te rendre compte que tu as du temps pour faire des choses. Ensuite, tu apprends à planifier ton temps. Et quand tu as un très haut niveau, tu apprends à l'optimiser ton temps. C'est-à-dire, dans des petites fenêtres, tu sais que tu arrives à poser des actions qui vont avoir des répercussions. Ronaldo était très fort dans ça et je suis fan. Donc, moi, à titre perso, Team CR7. Mais Messi, il incarne le football. C'est ça qui. Quand tu penses football, tu penses Messi. Et tu nous enlèves une Coupe du Monde, j'aime pas. Mais ouais, non. Messi pour le football et Ronaldo pour le mindset dans la vie de tous les jours. Ouais, Donc, je pense qu'il faut s'en Et- inspirer. Je te laisse le Imagine joker. un Messi avec le mindset de Ronaldo. Ouais, il aurait gagné Voilà, des ballons d'or c'est sur toute sa incroyable, carrière, ça. là, je pense. C'est incroyable. Ce serait fou. Après, je pense que Messi, il a du mindset. Hein. Ouais, il faut pas croire non Je plus. pense, je pense c'est- qu'il a du mindset parce Ouais, qu'il ouais. a dû se relever de certaines choses pas faciles. Hein, et il loupait des trucs en Copa et il voulait pas Mhm. revenir. Mais en fait, vu qu'il y avait la comparaison avec Ronaldo constante, bah pour eux, il y avait un abysse, tu vois. Mais si tu prends Messi par rapport à tous les autres joueurs en termes de mindset, il parle avec personne, tu vois. Mhm. Personne parle même avec lui. Et les gens le savent. Si tu écoutes des témoignages de footballeurs, ils diront Messi dans la tête. Être capable de répéter ce qu'il répète avec autant de facilité et dans des matchs qui sont décisifs à chaque fois, il faut que mentalement tu sois vraiment très très fort. Ouais. De toute façon, pour atteindre le niveau qu'il a atteint, être le meilleur comme il l'a fait, t'es obligé d'avoir un minimum, un bon mindset parce que t'as beau avoir le plus gros des talents, si t'as pas. Si t'as pas le mindset, c'est impossible. je suis d'accord avec toi. Donc c'est sûr qu'il a quand même un bon mindset. Bah, moi, je pense qu'il est même sous-estimé, son Ouais, mindset, ouais. pour être très honnête, pour pas faire trop long là-dessus. C'est que Messi, quand tu regardes Messi sur des finales ou des gros matchs, il a aucun mauvais match. Mhm. Je me souviens pas d'un match où Messi, il a fait un non-match. Ronaldo, tu peux en trouver quelques-uns par le fait de vouloir en faire trop et montrer que, tu vois. Mhm. C'est un peu le mauvais côté de son mindset. Mais Messi ne fait pas de mauvais match. C'est ce qui est fou, en fait. C'est-à-dire quand mentalement, le gars, il sait qu'il est attendu à ce moment-là. Et il arrive toujours à sortir le bon match. La bonne passe, le but qui va bien. Ou l'aspect collectif qui va permettre au collectif de sortir d'une situation compliquée dans une finale. Et je pense que c'est cette qualité-là de Messi on n'en parle pas trop, mais il a cette capacité-là mentalement à tirer les autres vers le haut et à sortir le meilleur de lui-même chaque fois qu'il faut être décisif. Pour Ronaldo aussi, il sait le faire, mais voilà, Messi c'est criant parce que je me souviens pas d'un match où il n'a pas été bon. Quoi. Mhm. C'est Ouais, fou. ouais. Exact. Je vais laisser Mathéo te laisser la dernière question. Ben, en tout cas, ben, merci d'être venu. Hein. Merci à vous Ça de fait m'avoir vraiment invité plaisir. en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à venir de cette année? Beaucoup de choses, les mecs. Hein. Non, de la réussite dans toutes mes entreprises, la santé, bien évidemment, davantage de responsabilités que j'arriverai à tenir, parce que le but c'est de gérer une multitude de responsabilités et surtout d'avoir l'impact que je rêve d'avoir dans la vie des autres et qu'ils puissent en tirer quelque chose de positif. Vraiment, ça, c'est ce que je me souhaite. Et une future belle famille et des futurs beaux enfants. Obligé. Obligé. Ben, on te souhaite tout ça. alors, vraiment Merci, de bon cœur. merci beaucoup les gars. Ça va le faire, obligé. Ouais, Obligé, c'est pas le sûr. choix de toute façon. Hein. Il faut. C'est le plan. C'est le plan, comme tu dis. En tout cas, je vous souhaite la même et j'ai foi que cette émission continuera encore à grandir. En tout cas, le mindset, vous l'avez. Les opportunités, vous les aurez. Et en tout cas, continuez comme ça, lâchez rien, peu importe ce qu'on vous dira. Faites les choses à fond comme vous l'avez toujours fait. Et
Et je suis sûr que la réussite, elle sera là, même au-delà de ce que vous imaginez. En tout cas, je vous le souhaite. Ça fait C'est plaisir en gentil, tout cas, merci merci. beaucoup. Les amis, n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous voulez le soutenir, dans la description, il y a ses réseaux. Allez-y. On partage que de la bonne onde entre nous. Il faut avoir le bon mindset. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend 2 secondes et nous, ça nous soutient énormément. Le petit pouce bleu. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Pour avoir le bon mindset, un des bons conseils, c'est de lâcher un pouce bleu sur la vidéo. Vous allez Apparemment, voir, ça aide de fou. comme de par magie, hein, vraiment. Vous allez voir. Ils Ouais, ont raison. n'hésitez Ils ont pas. raison. Et on se retrouve comme d'habitude toutes les 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars! Salut, salut.